Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Épisode 15 de Processus. Vous avez remarqué, je vais saluer d'abord Pag, qui est à la console, notre réalisateur, Pierre-Alexandre Girard. Salut Mathias, merci. Et Pag, malheureusement, t'es pas à table parce qu'on tourne avec une journée de retard. Notre Simon Snake Boisvert, que je salue ici, national, a préféré fouler les tapis rouges que de tourner la journée habituelle. Il présentait son film dans un festival à Fort Lauderdale. Myrtle Beach. À Myrtle Beach, excuse-moi. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. On a gagné First Runner-Up pour meilleur film étranger. Alors, First Runner-Up, ça signifie médaille d'argent. Bon, avec David Lahaye, Peter Miller, écoute, félicitations. Et voilà. Merci beaucoup. Ce qui explique l'absence de notre ami Pag. Puis il faisait assez soleil là-bas, ce qui explique mon teint un petit peu plus rouge, je pense, cette semaine. Bon. On ajoute un petit peu de contenu cette semaine. On va vous le présenter tantôt. Il est assis bien confortablement sur un sofa. Ça va être notre collaborateur qui va nous amener des points. Je vous le dis pas tout de suite. Ça va être à la fin du balado. Il est toujours bien préparé. Il arrive tôt. Alors, il se familiarise aussi avec le spectacle. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Mais d'abord, Mathias, je me demande comment Snake est allé à Myrtle Beach. Pas à la nage. Non? Pas à pied, en avion. En avion? 12 heures de retard. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu aussi magasiner une voiture grâce à CarGurus. Ben oui! C'est possible de trouver la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. Également, on tient à remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch-de-l'Achigan. Mais en auto, par contre, Pag, il n'y aurait peut-être pas eu d'épisode cette semaine. Hein? Il serait arrivé tard. Tu sais, je ne veux pas nommer l'autre podcast, mais celui qui font 32 Thoughts, des fois, ils font un carcast qui appelle ça. Bref, ça aurait pu être intéressant aussi. Bon. Ah, c'est vrai. Mais c'est à 13-14 heures de route, alors on va s'en passer. Bon, Simon, il y a deux événements, moi, que je trouve, là, puis pas événements comme... Mais il y a deux trucs qui se passent en ce moment. Dans un premier temps, il y a Gavin McKenna, ton chouchou, le prochain McDavid, qui joue au championnat mondial des moins de 18 ans. Et de l'autre, tu as des clubs qui, d'ancienne gloire de la Ligue nationale, les Pingouins sont pas en série, les Capitals sont en déclin. Je sais pas si tu me vois arriver. Un petit peu. D'abord, parle-moi de McKenna, s'il confirme tout le bien que tu penses de lui au U18. Et où est-ce que tu penses, parce qu'il ne sera pas candidat avant 2026? Ouais. Il risque d'aboutir où, ce petit McKenna-là, pour aller relancer des organisations? Bien, McKenna est né au mois de décembre 2007. Alors, automatiquement, il ne peut pas être admissible au repêchage de 2025 parce qu'il est né après le 15 septembre. Donc, ça va être en 2026. Il lui reste 2 ans de hockey junior à faire, ce qui fait en sorte qu'il est encore admissible au tournoi U18 l'an prochain. Ah. Alors, ce qui est intéressant au tournoi U18, c'est justement de regarder les joueurs de 16 ans. Ceux qui sont admissibles l'an prochain, parce qu'ils jouent quand même contre des joueurs qui sont majoritairement 1 an plus vieux qu'eux. 16 ans. Puis combien de points junior cette année, à 16 ans? J'ai été dans les... pas loin de 100 points, entre 90 et 100 points, mais il a manqué des matchs à cause d'un tournoi U17. Alors, finalement, là, on peut s'attendre l'année prochaine à une production semblable à celle que Connor Bedard avait eue dans la même ligue au même âge. Bon. Mais après ça, en 2025-2026, là, est-ce qu'on peut parler d'un gars peut-être de 180-200 points? Ça dépend de ses absences pour le tournoi mondial junior, mais là, vraiment, ça va être une année de junior de trop, entre guillemets, pour McKenna. Mais le système est fait comme ça. Alors, c'est arrivé à Mario Lemieux et puis à bien des joueurs. Alors, c'est ça. Bon. Au tournoi, bien évidemment qu'il est dominant. À date, la compétition n'est pas très, très relevée, mais on va voir en ronde des médailles la fin de semaine prochaine où est-ce que ça s'en va. Mais déjà, à date, c'est facile de voir ses habiletés que je qualifierais de générationnelles. Est-ce que je le mets au même niveau que McDavid au même âge?
pas exactement, mais la petite coche est très, très mince. Est-ce que je pense qu'il va avoir la carrière de McDavid dans la Ligue nationale? Je pense pas. Mais encore là, la petite coche est très, 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 très mince. Moi, je vois en Gavin McKenna un futur gagnant du Trophée Hart et un joueur qui va faire en sorte que l'équipe qui le repêche en 2026, éventuellement, dans les années suivantes, va gagner la Coupe Stanley. Puis ça ressemble à quoi son tournoi, là? On sait qu'il faut se méfier quand même des U18, malgré tout, même s'il est plus jeune. Ça ressemble à quoi, le Canada? C'est ça. McKenna? Oui, c'est ça. À date, le Canada domine. On a affronté de la compétition très faible. Il ne faut pas oublier que les Russes n'y sont pas. Ouais. Alors, on espère que l'an prochain, là, ça va se rétablir de ce côté-là parce que ça enlève de la compétition. Mais là, la ronde des préliminaires se terminait aujourd'hui. D'ailleurs, les États-Unis ont battu la Finlande dans un match qui était supposé être un peu plus serré. James Higgins, très possible le premier choix de 2025, est allé chercher 6 points aujourd'hui. Bon, il y a 16 points déjà, je pense, dans le tournoi. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Ça, c'est sûr, la ronde préliminaire. Mais là, le fun commence jeudi, avec la ronde des médailles. Et là, ça serait intéressant de regarder. Moi, je recommande aux gens là, de regarder le Canada, les États-Unis et la Finlande. Et McKenna, qu'est-ce que ça donne comme mais il est dominant. production? Il est dominant. La production, j'ai pas là, les chiffres devant moi. Ouais. Mais, parce que ça t'intéresse pas non plus nécessairement les chiffres. Là, ça m'intéresse pas vraiment. Là, j'ai vu qu'Higgins avait 16 points. McKenna, il est un peu en dessous de ça. Mais disons que si ça continue comme ça, en ronde des médailles, ces gars-là pourraient approcher des records du tournoi 18. Ah oui, hein? OK. Oui. Dans ta boule de cristal, en 2026, qui va se battre pour le dernier rang au classement général? Bon. Si on était dans la NFL, l'équipe qui termine en dernière position aurait le premier choix automatiquement. Alors là, c'est sûr qu'il y a une loterie. Alors, un club peut-être qui termine le 9e pire club de la Ligue pourrait gagner McKenna. Mais tu sais, généralement, c'est dans les 3-4. Mais généralement, moi, là, j'ai identifié là, des clubs qui ont des bonnes chances d'avoir McKenna à moins d'un changement. Les Sharks, évidemment. Encore? Ah, les Sharks, c'est tout à refaire. Et bien qu'ils disaient des joueurs comme Will Smith, Musty, Makamudulin. Et peut-être Celebrini. Je vois pas les Sharks en 2026 sortir Ben, regarde Arizona, comment c'est long. Ils ont encore le 6e meilleure chance d'avoir... Oui, mais ils ont-tu des Will Smith et des peut-être Celebrini? Peut-être pas, mais il en demeure pour moi. Je pense que les Sharks vont être dans la course. Les Hawks, malgré Bédard, à moins qu'on décide à un moment donné de faire des échanges et de signer des joueurs, peut-être pas cet été, mais l'été prochain. Permets-moi quand même de t'interrompre parce que tu vois Pittsburgh avec Crosby, Chicago avec Taze et Kane, ça a monté vite quand même. Tu penses vraiment que deux autres années? Écoute, là, OK. Pittsburgh, Crosby, ça a monté vite, mais ils avaient déjà fleuri Malkin, puis le temps est arrivé en même temps. Alors, tu sais, déjà, il y avait une base. Les Sharks et les Hawks se sont vidés. Surtout en défense. Alors, Connor Bedard, il est arrivé, il y avait Seth Jones. Point. Les Sharks, on a échangé Maillard l'an passé. On a échangé Hertel à la date limite des transactions. Alors là, il va rester quoi, Logan Couture? Ouais. Puis, il n'y a pas de jeune... Tu sais, William Eklund, là, c'est un bon jeune, là, mais c'est pas un joueur qui va changer une équipe. Alors, je pense que ces deux équipes-là vont être encore dans le décor en 2026. Okay. J'en ai identifié d'autres. Faut pas que Chicago gagne la loterie cette année, par contre. Non, parce que là, ils n'ont pas le droit de la gagner 3 fois en 5 ans, c'est 2 fois maximum. Alors, s'ils gagnent Celebrini, ils pourront pas avoir McKenna. Bon. J'espère. Non, mais Bédard, Celebrini, oui, mais ça serait McKenna. drôle, Mathias. Des vraies dynasties comme dans les années 70-80, les Canadiens, les Islanders, les Oilers. C'était fun, ça. Pas juste pour la bunch. On s'en fout. On Chicago, veut des dynasties. Ça va être nous autres contre la bunch. On veut des dynasties. Bon. Dans les équipes sur la descente, moi, j'ai identifié les Flames. Même s'ils veulent pas reconstruire. Oui. Mais là encore, ça dépend. Qu'est-ce qu'ils vont chercher pendant l'été, l'été suivant? Est-ce qu'ils vont essayer de se maintenir où ils sont? Mais les Flames, évidemment, pourraient être dans les 5-6 équipes qui ont une chance d'avoir McKenna. Ah oui, hein? Moi, je pense qu'ils vont être mauvais, mais qu'ils vont essayer d'être pas pires, puis qu'ils vont être juste pas assez mauvais pour repêcher premier, mais ça sera leur problème. Mais t'as raison. Il y a 4 équipes faibles cette année que j'ai éliminées de l'équation. Anaheim, qui, je crois, en 2026, va être passé à une autre étape. Ouais. Je pense, même si on dit ça depuis des années, les Blue Jackets de Columbus.
pourrait s'éloigner, Nouveau peut-être pas directeur faire les général, séries. ouais, Oui. c'est ça. Je pense que le Canadien va être éloigné de ça. Même s'ils font pas les séries, j'imagine mal le Canadien dans le top 5 là, dans 2 ans. Et l'autre équipe, Les Coyotes? D'après moi, qui... Encore là, peut-être qu'ils feront pas les séries, mais ils vont être plus loin là, dans les cotes. Bon. Les Coyotes de Salt Lake City. Oui. Ce serait beau, ça, les Bears de Salt Lake City. Oui. Oui. J'ai hâte de voir l'uniforme, j'ai hât de voir le nom. Ça, c'est déjà pris Mais ça va par, être Utah en passant. Central Arkansas University, ce petit ours-là. Et en quel honneur tu as cette casquette, Mais Mathias? écoute, c'est parce que mon garçon va jouer au soccer universitaire là-bas à compter du mois d'août. Alors, là où Scottie Pippen joue au basket. Puis dans 4 ans, Alors là, je la porte repêché par le FC Montréal? Ça serait le fun. On va commencer par les 4. Mais les boys, probablement que les Bruins auraient un mot à dire sur ce logo-là. Ouais, mais les Bears, les Bruins, mais regarde, est mauve, là. Fait que... Bon, là, ensuite de ça, pour ma 5e et pour mes autres équipes, moi, j'ai le Kraken vraiment en tête pour McKenna. Je suis déçu. Pourquoi? Je pense, il y en a 2 que je voulais que tu me nommes pour on faire va en plaisir parler. à Martin Lemay. Là. On va en parler. Je les ai même écrites toutes les deux avec une barre oblique entre les deux. Barre oblique? Oui, parce que pour moi, c'est des frères jumeaux, ces équipes-là. Ben oui. Bon. Le Kraken, ça décolle pas. Pour toutes sortes de raisons, on dit que Francis n'a pas été capable de faire les mêmes échanges que Vegas a fait à son arrivée. Correct, mais en même temps, à ce moment-là, Kraken, Francis aurait dû tanker. Tant qu'à y être, là. Il a essayé de boucher des trous, il a signé des agents libres, il a fait les séries à sa 2e année. Là, on a été déçus cette année qu'il ne fasse pas. Le coach congédié. Mais il y a leur Patrice Bergeron s'en vient, là. Shane Wright? Bon joueur, Shane Wright, quand même. On rit, là, mais c'est un bon joueur. Mais je pense pas que ce soit lui qui amène le Kraken là, hors des bas-fonds d'ici 2026. Alors, à moins de changement, je vois le Kraken là. Bon, là, les 2 autres équipes, je sais de quoi tu veux parler. C'est les Capitals puis les Penguins. Ben oui. Bon. 2 ans, c'est long. Ouais. Sidney Crosby, à ce moment-là, en 2025, s'il revient, on présume qu'il va revenir, va avoir 38 ans déjà. Ouais. Ovechkin à Washington, il va être encore dans la course probablement au record de Gretzky. L'attention des Caps, ça va être centré là-dessus. Il manque quoi? 41 buts, je pense, pour atteindre le... 41 buts. 41 Exactement. Bon. S'il ne le fait pas l'an prochain, ça va être très proche l'année d'après. L'attention va être centrée là-dessus. Mais entre-temps, on voit pas... on voit pas beaucoup d'espoir du côté de ces 2 équipes-là. La raison de laquelle je les mets ensemble, c'est que tu vois, les Capitals ont quand même fait les séries cette année. Les Penguins ont eu un regain de vie en fin d'année. Est-ce que c'est trop dans le sens que s'ils continuent un petit peu dans cette lancée-là, est-ce que vraiment c'est des clubs qui pourraient tomber au niveau des Sharks, des Hawks puis des Ducks? Dans 2 ans, Ben, peut-être qu'ils n'auront pas le choix, là. Oui, mais tu sais, si Crosby... Quoi que Washington a commencé à rajeunir, là. Oui, puis si Crosby a encore son 75-80 points... Bon. Fait que ils seront pas dans la lignée de Mario Lemieux, Sidney Crosby, Gavin McKenna. Mais si ça serait tu me demandais, mettons, lequel des 2 pourrait planter rapidement, ben c'est sûr que c'est les Pingouins à cause de la vieillesse des joueurs. Ouais. Mais parce qu'on sait très bien qu'à cet âge-là, un gars à 35-36 ans peut connaître une super saison, puis après ça, il tombe mort. Ben. Même s'il s'appelle Sidney Crosby, même s'il s'appelle Evgeny Malkin, quoique Evgeny Malkin, c'est pas mal tombé, là, déjà. Ouais. Alors, les Capitals et les Penguins, on peut pas les éliminer, mais je suis pas capable de les mettre au même niveau, mettons, que les Sharks, les Hawks, le Kraken, puis peut-être les Flames. OK. Ça va être intéressant. Et il va peut-être avoir une équipe surprise qui va complètement plonger. Ça arrive. Des fois avec des blessures. Si t'avais en identifié une. Qui pourrait plonger, mettons, de façon... Peut-être les Islanders? Ah, pas fou. Pas fou. Mais est-ce que tu peux plonger avec... Parce que c'est un noyau qui est dans la début trentaine. Ils vont tous casser en même temps à un moment donné, mais dans 2 ans, on verra. On va en parler d'ailleurs des Islanders c'est ça. dans le podcast. Dis-moi donc, ton autre chouchou, Trevor Connolly, qui joue pour les États-Unis. Oui. Évidemment, qui a fait beaucoup jaser avec le Michigan, qui fait toujours beaucoup jaser. Qu'est-ce que tu en as pensé maintenant qu'il est sorti de la USHL et qui joue avec les Américains? Ben, il y a un genre de tournoi qui ressemble au tournoi Linka l'été dernier. Oui. Un autre tournoi pour les moins de 18 ans qui débute la saison du recrutement. C'est pareil, il est habile, il est rapide, il a des bonnes mains.
Mais là, il joue contre la Norvège, puis des pays, là, vraiment... En tout cas, vraiment, les Michigan, ça m'emballe pas. Ça démontre des belles habiletés, mais c'est quand même un concours de show-off, là. Alors moi, ça m'emballe pas. C'est pas ça que je veux voir. Je veux pas voir un gars contre des clubs faibles. Alors moi, je veux voir Trevor Connolly. Qu'est-ce qu'il va faire contre le Canada? Bon. Alors, en fin de semaine, s'il y a un match Canada-USA, là, on regarde ça, puis on peut se faire une meilleure tête. OK. Juste pour finir le bloc, Iginla, évidemment, on en parle beaucoup à Montréal. Oui. On se demande, je sais qu'il affronte des clubs faibles et tout ça, que c'est un drôle de tournoi. 3 buts, une passe en 3 matchs. Tu vois, ça, c'est ça, là, je m'en souviens. 3 buts, une passe en 3 matchs. Compté, ouais. Ben, écoute, Iginla, moi, je peux pas le voir, moi, au niveau élite. Au niveau élite, dans le sens des autres joueurs du repêchage. J'en ai parlé dans un autre podcast. Repêcher Iginla 5e, pour moi, c'est trop tôt. Tu sais, tu commences à parler d'Iginla dans mon livre au 10e rang. Tu commences à discuter de la situation. Je trouve pas que... Oui, c'est un bon marqueur de but. Oui, il y a des bons gènes et tout. Là, ça, on est bien obsédé là-dessus, souvent. Mais... je trouve pas que c'est un fabricant de jeu digne d'être choisi top 5. Tu sais, quand tu es top 5, là, ça te prend une coupe de qualité dominante. Il faut que tu sois une locomotive dans ton équipe. En principe, c'est pas tous les joueurs top 5 qui le deviennent. Michael Dalcol l'a pas été, mais bon. Exactement. C'est pas tous les joueurs Non, mais tu as raison. Il y en a plein d'autres aussi. Puis, tu t'attends à ça d'un joueur top 5. Et pour moi, Iginla, pour le moment... Pour moi, c'est un joueur complémentaire. Ouais. Mais j'ai souvent expliqué ce que voulait dire un joueur complémentaire. Un joueur complémentaire, pour moi, c'est pas un joueur de 3e, 4e trio. C'est simplement un joueur qui est une coche en dessous des joueurs élites de ton équipe. Okay. Et qui font en sorte qu'ils sont essentiels à la conquête d'une Coupe Stanley, mais ce ne sont pas les locomotives de ton équipe. Bon. Simon, est-ce que tu aimes les surprises? Je suis pas fort là-dessus. Ben, tant pis pour toi, j'en ai une juste pour toi. Vas-y. Le podcast Processus vous est présenté par CarGurus. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec CarGurus. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avis impartiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargurus.ca ou téléchargez notre application mobile. Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belleuil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habiller les travailleurs d'ici. Fan du podcast Processus, bonjour, ici Trevor Connolly, un autre joueur de hockey qui tenait absolument à apprendre le français pour pouvoir entendre tout ce qui se dit à Processus, un podcast que j'aime beaucoup malgré le fait que parfois il se dit des trucs un peu négatifs à mon sujet. Mathias a des réticences par rapport à moi. Heureusement, Snake me défend, merci Snake pour ça. Mais Mathias, tu devrais pas avoir des réticences par rapport à moi car souviens-toi que je suis un jeune homme admirable. J'ai fait beaucoup de progrès. Je suis un jeune homme admirable. La preuve que je suis admirable, j'invite les fans de Processus à s'abonner à la plateforme Patreon du podcast Processus parce que pour 5$ par mois, vous aurez le droit à des beaux bonnies. Entre autres, chaque vendredi, la diffusion d'un 40 minutes de réponse à vos questions de la part de Snake, de Mathias, de Pac. Donc, hebdomadairement, un épisode boni de réponse aux questions. Ça, c'est dans le package. Puis aussi dans le package pour 5$, 4 événements spéciaux seront inclus, dont 2 avec des dirigeants de la Ligue nationale. Très intriguant. Autre chose excitante, 4 soupers en compagnie de Snake et de Mathias. Je trouve ça quand même sympathique comme offre. Et je pense qu'ils sont un peu inspirés de moi parce que moi, dans la vie, je donne aux suivants quand je peux. Et je pense que c'est ça qu'ils font avec ces soupers-là. Ils donnent aux suivants. Et moi, c'est ce que je fais. Donc, je pense qu'ils s'inspirent de moi d'une certaine façon. Et moi, je veux le bien de mon prochain. Toujours important. C'est un modus vivendi pour moi. Et je veux tellement le bien des gens que je vous invite à vous abonner au Patreon de Processus. Donc, patreon.com/processus, 5$ par mois, plein de beaux bonnies, vraiment excitant. Et bon, je sais pas, je vais me faire repêcher par les docs, je l'envoie un peu dans l'univers, mais en terminant, j'aimerais dire que ne pas me repêcher serait une erreur car je suis très généreux à l'Halloween. Honnêtement, les tirs Sainte-Catherine, je garoche dans les citrouilles sans gêne. Donc, ce serait une erreur de pas me repêcher pour ça et ce serait également une erreur de pas s'abonner
au patreon.com/processus parce que pour 5$ par mois, beaucoup de bonnies, super le fun et je vais vous écouter parce que je sais que vous allez parler de moi et c'est mieux d'être en bien car je suis un jeune homme admirable. Donc j'espère que quand on va parler de moi en mal, que les fans vont se garrocher pour dire « Hey, c'est un jeune homme admirable, ça! » Je vous surveille, mais abonnez-vous pareil. Quand même pas pire, Trevor Connolly, non? Les gars? Hey! Mais c'est drôle parce que je savais pas qu'il ressemblait à ça. Moi, j'imaginais un visage différent. Ouais. Mais ça a l'air d'une bonne personne. Sérieusement, j'ai été convaincu, là. Puis d'ailleurs, permettez-moi de remercier d'abord tous ceux qui se sont inscrits sur le Patreon, qui est disponible pour un coût de 5$. Vous êtes plus de 600 abonnés en une semaine, donc c'est excellent. Félicitations, messieurs. Et pour dire qu'il y a déjà un contenu supplémentaire de disponible, si vous vous y rendez, j'ai fait un montage d'environ 40 minutes sur les meilleurs moments des 7 premiers épisodes où est-ce que ce qui est intéressant de constater sur l'évolution de votre pensée sur les différents sujets d'actualité par rapport à nos recrues, toujours sous la lunette de processus. Donc, on vous invite à aller faire un tour sur processus. Patreon.com/processus. Sinon, ben, c'est comme d'habitude, c'est le contenu habituel sur YouTube et toutes les plateformes de balado. Pour le deuxième bloc, Simon, on continue le décompte là, en prévision du repêchage de 2024. La semaine dernière, tu nous as présenté 3 joueurs, Tarek Parachak, Andrew Basha, 2 ailiers et un centre format géant, Dean Letourneau, qui a peut-être un potentiel là, où on se demande si ça va débloquer ou si ça va être un Logan Brown de ce monde. Tu nous en présentes 3 autres. Oui. Alors, je te laisse aller. Ben c'est ça, on nous demande souvent de parler des espoirs qui risquent d'être choisis en première ronde. Alors là, on est quand même un petit peu sur la clôture avec ces gars-là. Puis j'en choisis 3 par semaine, à peu près selon là, le rang où ils pourraient être sélectionnés. Et il y a le Canadien, vraiment, on n'oublie pas qu'il y a le choix des Jets de Winnipeg. Fait que c'est dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux-là, exactement. Alors là, moi, je commence par 2 défenseurs droitiers. Ouais. Canadiens, qui jouent d'ailleurs pour Équipe Canada au tournoi 18. Alors, ceux qui regardent le tournoi pourront les observer. Le premier, c'est Henry Muse, un défenseur de 6 pieds 181 livres, des 67 d'Ottawa dans la Ligue de l'Ontario, 65 matchs cette année, 15 buts, 46 passes, à 17 ans. Excellent. Excellente statistique pour un défenseur. Alors, pourquoi ce gars-là n'est pas top 10, n'est pas top 15 sur les listes? Bien, c'est simple. Bien que ce soit un excellent patineur, un gars qui fait des belles passes, un gars qui monte la rondelle, qui est très bon en transition, que ce soit à l'attaque ou pour se replier. Excellent passeur, particulièrement dans l'enclave. C'est un gars qui est capable d'enfiler les grilles. Là, on se dit, pourquoi? Pourquoi il n'est pas plus haut? Bien, premièrement, c'est un gars qui a joué à l'avant dans son hockey mineur. Ça fait juste quelques années qu'il est défenseur. Et ça fait en sorte qu'il apprend encore à jouer la position. Ça peut être assez chaotique dans sa zone. Et puis, tu sais, souvent la prise de décision est déficiente. Ah. Fait qu'enlève ça, puis ça fait en sorte que, tu sais, les défenseurs offensifs qui sont pas bons en défensive à 17 ans, c'est souvent très polarisant parce que ils représentent des coups de dés. Okay. Mais il doit être pas pire pour être quand même répertorié au premier tour. Oui. Ou début deuxième, ça va dépendre des préférences des équipes. Mais, comme je te dis, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut, c'est que c'est vraiment un coup de dé. S'il améliore son jeu défensif, tu as affaire à un gars qui pourrait être top 4 avec des bonnes qualités offensives. S'il n'améliore pas son jeu défensif, c'est un joueur de la Ligue américaine. Parce que tu sais que là, je vais ressortir dans ma boîte à souvenirs de l'époque où je couvrais l'équipe. Oui. Le Canadien a déjà repêché un joueur de centre en Russie qui est devenu un très bon défenseur à Montréal, mais il a été repêché comme centre. Andrei Markov. Ouais. OK. Henry Muse, défenseur droitier, donc on verra. Les carences défensives, c'est sûr que ça fait tout le temps quand même sourciller les recruteurs. Ton deuxième? Ben, c'est Charlie Elick, un autre défenseur droitier qui joue à Brandon dans la Ligue de l'Ouest et pour Équipe Canada U18. 65 matchs, 4 buts, 22 passes. Oh, plus modeste. Beaucoup plus modeste, mais un autre genre de défenseur. 6 pieds 3, 194. C'est un gars qui est mobile, qui est bon patineur, qui est agressif,
qui est capable de bien défendre les contre-attaques, fermer le gap, comme on dit. Il frappe fort, quoique ça, c'est une qualité souvent dans le junior qui... pas qui est difficilement transposable dans la Ligue nationale, c'est toujours bon, mais tu peux pas frapper fort autant chez les pros que chez les juniors. Jack Eye le mais fait, il est fort. là, ouais. Jack Eye le fait, mais c'est pas Jack Eye à ce point de vue-là, Elick. Le problème, pourquoi il n'est pas répertorié plus haut alors qu'il a l'air d'un défenseur très, très efficace, ben, on le voit par les stats. J'irai pas par quatre chemins, c'est un gars qui ne sait pas quoi faire avec la rondelle. Alors, ce que tu espères de ce gars-là, c'est qu'il se contente de faire une bonne première passe dans la Ligue nationale. S'il est capable de faire ça, pour moi, c'est un numéro 5. Ça me tente pas bien de le repêcher, moi. Mais ça, c'est le genre de choix que t'aimes pas, toi. Moi, je l'aime pas. Parce que c'est des choix qui pensent qu'ils vont être... Fin deuxième. Fait qu'il joue avec un 2x4 dans les mains, puis... Ben, OK, il n'y a pas les deux mains dans le même gant quand même, là. OK. Mais je veux dire, il y a zéro créativité. Alors ça, c'est le genre de gars que il a de la rondelle sur son bâton, puis tu dis, apprends à faire une belle première passe, puis on va être content, puis à la fin de l'année, tu as 10 points, tu joues sur la troisième paire, tu frappes fort, et c'est des gars quand même dont tu as besoin. Mais moi, c'est des gars que je repêcherais plus dans le bout du 50e, 60e rang. Où est-ce qu'il va sortir? Ouais. D'après moi, il va sortir à peu près entre 28 et 40. Bon, écoute, je vais pas te prendre sur... à bras raccourcis, je vais pas te surprendre. Oui. Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir un défenseur comme ça où tu disais que c'est un Charlie Elick qui n'a pas beaucoup de créativité puis qui est devenu créatif? Non. Tu te trompes pas d'habitude sur le manque de créativité, là. Non. Ça, là-dessus, je pense que la créativité, c'est peut-être la qualité que j'évalue le mieux d'un bord ou de l'autre. Parce que je sais que c'est pas le même modèle, mais chez Weber, à l'époque, il pensait jamais que ce serait un défenseur offensif qu'il est devenu. Là. Okay. Chez Weber, il y avait un canon quand même. Okay. Tu voyais qu'il pouvait jouer, dans le pire des cas, sur une deuxième unité de jeu de puissance. Okay. Alors, mais le gars, bon patineur, mobile, fort physiquement, bon physique, on parle d'une troisième paire. Mais tu sais, une troisième paire, si tu es repêché 32e, c'est ça une troisième paire. Oui. C'est sûr. J'ai pas de trouble avec ça, là. Mais ça se joue qu'une rondelle puis un bâton aussi, que je sache. Oui, alors c'est pour ça que moi, avec le choix de Winnipeg, je le prendrais pas. Okay. Mais peut-être avec le 61e choix, si tous mes joueurs créatifs sont partis, ben là, tu dis, on va chercher un défenseur qui peut... Ben, ça peut être un bon joueur de série. Ton troisième risque d'être un petit peu plus populaire que Elick et Muse. Oui, mais Sacha Boisvert. Oui. Si je peux me permettre une question rapide. Simon, quand tu parles que le défenseur est bon pour fermer le gap, je me demande comment vous faites les recruteurs pour être pour savoir que ça va bien se transposer dans la Ligue nationale, étant donné que le jeu il est beaucoup plus lent dans les rangs juniors? On le sait pas. Les gars, finalement, les recruteurs travaillent avec ce qu'ils voient dans le junior et essaient d'imaginer qu'est-ce que ça peut être. Au plan du synchronisme. Oui, mais ça te prend quelque chose. Je prends souvent cet indice-là. Tu as 90 de moyenne au cégep. Est-ce que ça va se transposer dans une faculté difficile à l'université? On ne le sait pas, mais au moins, on sait que tu as eu 90 en calculus. Peut-être tu vas être capable de faire des maths à l'université. Tu comprends? Oui. Bon, c'est ça. Écoute, ton troisième risque d'être plus populaire que Muse et Elick. J'ai l'impression. Oui, Sacha Boisvert, aucun lien de parenté avec moi en passant. Ah non? Même s'il vient de la Mauricie, comme ma famille. 6 pieds 2, 176. Centre gaucher qui a joué à Muskegon dans la USHL. 61 matchs, 36 buts, 32 passes. Pour un joueur de 17 ans dans la USHL, c'est excellent. Ça s'approche même des statistiques de Trevor Connolly. Bon. Boisvert, d'après moi, ne sera pas repêché. Je pense que le maximum qui pourrait être choisi, c'est 20e. Ah oui? Oui. Alors, voici les qualités, puis voici pourquoi il ne sera pas repêché plus au 20e. Alors, ça, c'est un gars qui a 14 ans, en 2020-2021, est parti jouer aux États-Unis. 2020-2021, on se souviendra, c'est la fameuse saison COVID où la Ligue de l'Ontario n'a pas joué, la Ligue junior-majeure du Québec a joué une saison écourtée. Alors, Boisvert, lui, il a pacté ses petits, il est parti. Et il n'est jamais revenu. Ça fait 2 ans qu'il joue à Muskegon, et l'an prochain, il va jouer à North Dakota. Ça, c'est excellent pour son développement. Ouais. Superbe université de hockey. Alors, ça, vraiment, là, quand on parle de développement, je pense, on parle d'un jeune qui gère, et lui et son entourage gèrent bien sa carrière. Okay. Bon. Son patin est correct. Amélioré, je te dirais, par rapport à quand il avait 14-15 ans. C'est pas un problème. C'est pas une grande force, mais c'est pas un problème. Lancer, déjà un lancer de la NHL. Ça, c'est bien. Ça, c'est le genre de gars, il
Il y a l'espace de la rondelle pour entre le gardien puis le poteau, puis il va enfiler l'aiguille. OK. Alors ça, c'est très bon. C'est pas un joueur super dynamique, ce qui peut donner l'impression que des fois, il est plus ou moins désintéressé. Moi, je pense pas qu'il soit désintéressé parce qu'il est quand même bon sur l'échec avant. Pas l'échec avant, mais le back-check, là. Ouais. Bon. Et puis, alors ça peut être trompeur, mais c'est sûr que c'est pas le plus dynamique. Sauf que ce gars-là, il peut rentrer à 3 contre 2 ou à 2 contre 2 dans zone adverse. Et là, il te fait une passe que tu n'as jamais vu venir. C'est quasiment comme s'il regardait à gauche, puis il passait à droite. Ou vice-versa. Ou il regarde droit, il fait une passe, puis vraiment, les défenseurs sont complètement abasourdis par le jeu qu'il vient de faire. Il y a une vision 360 absolument incroyable. Mais le jeu défensif est un souci. Non, parce qu'il back-check bien. Je te dirais que c'est offensivement, c'est en général qu'il n'est pas super dynamique. OK. Alors, ça peut passer pour du laisser-aller. Mais c'est pas un joueur paresseux, c'est pas un joueur... C'est juste, des fois, tu voudrais avoir peut-être un petit peu plus d'intensité. Donc, c'est le joueur que tu le repêcherais selon, évidemment, les joueurs disponibles. Mais pour le Canadien, ça pourrait être un bon J'y choix. penserais. OK. J'y penserais sérieusement. C'est un gars qui excelle en zone adverse, particulièrement quand l'espace est restreint. Ça, Pag, c'est une qualité transposable. Bon. Si tu es capable de fonctionner dans un espace restreint dans le junior, C'est sûr. ça veut dire que tu n'as pas peur, puis ça veut dire que tu es capable de sortir la rondelle comme si tu étais dans une cabine téléphonique. Bon. En terminant, petite chose à améliorer, les mises en jeu. C'est un joueur de centre quand même. Moi, je l'ai dans les statistiques que j'ai, je l'ai à 46 cette année. Ben, Bon, tu vois, ben écoute, ça, Newhook et Dak se sont améliorés une fois dans la Ligue nationale. Mais si c'est Kotkaniemi ne voulait pas les pratiquer. Ouais. Mais il n'est pas pire, c'est ça qui est paradoxal. Mais Oui, bon, alors il faut aurait bien peut-être encore qu'il y ait quelque meilleur. chose, hein? C'est ça, un très bon choix de Trevor Timmons. Alors, ce sont les trois... Bon, attends, garde-toi-en pour le spécial. Là. Crains que tu pas trop vite. Là. Fait que ce sont mes trois espoirs de la semaine. On est à 6. Ouais, on Il est va à en rester 6. 24. Parfait. Ouais. Il y en a-tu un, il y en a-tu un qui est un home run, comme tu aimes les appeler, Simon? Est-ce qu'il y en a un que tu, avec le choix, là, tu... Parmi ces trois-là? Ouais. Qu'est-ce que tu appelles un home run? Ben, c'est parce que tu dis affectionner les choix qui sont des home runs plutôt que des safe bets. Il y en a-tu un avec le choix du Canadien que tu dirais, lui, je donnerais mon dévolu sur lui. Jetterais mon dévolu. Ben, écoute, home run, c'est peut-être un grand mot, mais je te dirais que Boisvert a pas mal de potentiel. Tu repêches Boisvert, tu sais, moi j'aime les joueurs offensifs, j'aime les joueurs créatifs. Boisvert a du potentiel. Alors, dans les trois, si je me retrouve avec le choix de Winnipeg, c'est Boisvert. Muse, c'est trop risqué à cause de son jeu défensif. Puis Elick, pour moi, c'est un choix de fin de deuxième ronde. Un peu pour ça, d'ailleurs, que le processus a repêché Boisvert. Bon, ben merci, Simon. Ça fait le tour. Simon, on va répondre à quelques questions de nos auditeurs. Tu en as sélectionné 2 en particulier. Je te laisse l'honneur et la joie de nous les lire. Oui. Alors, comme on avait dit, on continue le show comme avant. On répondait à des questions. On continue à répondre à des questions. Mais on en reçoit tellement qu'on en a fait le nerf de notre contenu Bonnie. Oui. Sur Patreon. Ça va être des discussions, finalement. Qui va être des discussions. Il y en a des tonnes et des tonnes de questions cette semaine auxquelles on va répondre. Mais j'en ai choisi 2 comme ça au hasard que j'aimais bien. Alors, la première vient de Jean-Philippe Gamache. J'aimerais beaucoup vous entendre sur les espoirs des Kings de Los Angeles. Au début des années 2020, il me semble qu'on qualifiait la banque d'espoirs des Kings comme extrêmement prometteuse. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble ne pas y avoir grand joueur d'impact dans la LNH qui provient de ce noyau depuis 2018, sauf Byfield et Faber. Brock Faber, en passant, qui ne vient pas, c'est-à-dire qui a été échangé, qui n'est plus là. Alors, je me demande comment ça se fait que beaucoup de gens étaient dans le champ à ce point. Bon. Il y en a oublié un, mais je te laisse, vas-y. Oui. Ben, vois-tu, ce qui est arrivé dans le cas des Kings, c'est qu'on avait choisi un peu le chemin de la reconstruction, compris les Hawks, les Sharks. Bon, peut-être pas autant parce qu'on a gardé Kopitar et Doughty et Jonathan Quick à l'époque, mais on avait quand même une très forte réinitialisation, si on peut appeler ça comme ça. Sauf que ce qui est arrivé avec les Kings, malheureusement, c'est que on n'a pas toujours fait les bons choix, et puis on avait des choix quand même très élevés. Et les choix qui ont été faits subséquemment, peut-être en fin de première, surtout en deuxième ronde, d'après moi, ont été carrément surestimés par les analystes d'espoir.
Et souvent, ce que les analystes d'espoir font, ils regardent la quantité de joueurs qui ont une chance d'atteindre la Ligue nationale, et plus le nombre est élevé, plus le bassin a l'air intéressant. Ouais. Alors que pour moi, un bassin d'espoir, c'est le top qui compte. Ouais. OK, donne-moi Bédard avant 5 gars qui ont peut-être une chance C'est de sûr. faire la Ligue nationale. Bon. Alors, c'est ça qui est arrivé dans le cas des Kings. Si on fait un petit peu une rétrospective, on peut dire que le choix le plus raté des Kings, c'est certainement Alex Turcotte. Dont on va reparler tantôt avec le repêchage de 2019. Exactement. 5e rang, ça fait mal. Ça fait très mal, alors qu'en 2019, il y avait encore des joueurs comme Matthew Boldy, Cole Caulfield, Dylan Cousins qui étaient disponibles. Zegras, on va en parler tout à l'heure. Bon, ensuite, le même repêchage, on avait un défenseur 22e rang quand même, Tobias Bjorkfoot, qui a joué 120 matchs, mais un but. Il fait la navette Ça, entre c'est les le mineurs. choix de Toronto pour Jake Muzzin, si ma mémoire est bonne. Je crois que oui, ouais. le temps passe vite. Hein. Ouais. Ensuite, l'année d'avant, on avait Rasmus Kupari au 20e rang. Ben, Rasmus Kupari qui n'est plus là, Non, c'est à qui est rendu à Winnipeg. Winnipeg. Il y a 9 buts en carrière, alors c'est pas ça. Tu sais, Gabe Vilardi, qui n'était pas un mauvais choix, mais qui a également été échangé pour Pierre-Luc Dubois. 2017, lui, ouais. Oui, Jarrett Anderson Dolan, à qui on promettait un bel avenir, mais finalement, bon, c'est comme ça. Donc, tu sais, en bout de ligne, je pense qu'il y avait Cale Clegg, qu'on a vu à Montréal. Ben, c'est un choix de deuxième tour. Oui, quand même. mais à un moment donné, Ouais, qui était considéré comme Ouais, un top ok. espoir. Il y en a qui Vilardi l'a été, on Ouais. l'a sacrifié Ouais. pour Dubois. Byfield est pas mal. Oui. Quentin Byfield, oui. Oui, on a laissé passer Tim Stützle, mais là, Byfield, on peut dire, est en train de devenir le joueur qu'on s'attendait. Alors, même si, bon, ça a pris plus de temps que Stützle, Byfield est en train de s'établir comme un joueur, bon, je sais pas si ça va être une super vedette, mais probablement une vedette dans la LNH. Alors ça, j'ai pas de problème avec ça. Son potentiel, est-ce qu'il est plus élevé selon vous que celui de Slav? Que Slavkovski? Ouais. Je dirais que c'est à peu près pareil. C'est bon, là, parce que là, tu parles de 2 joueurs de gros physique, habiles. C'est pas exactement le même type de joueur. C'est le même profil, mais c'est pas exactement le même type de joueur. Peut-être que Byfield est un petit peu plus, mettons, comme un train. Tu sais, quand tu rentres en zone adverse et tout. Mais L'autre Slavkovski, aussi, là, écoute, Slavkovski était un petit peu plus jeune, il est 2 ans plus jeune. Peut-être qu'on va voir la même chose de Slavkovski dans 2 ans qu'on a vu de Byfield cette année. On a commencé à voir Oui, aussi alors le train. Là, ouais. c'est ça. Alors, c'est difficile des fois de comparer des joueurs qui ont 2 ans de différence, surtout des gros physiques à cet âge-là. Et on a choisi en 2021 Brent Clark. Oui, il fait Moi, Brent plaisir à Greg Langto, là. C'est son joueur préféré. Oui, là. moi, je le trouvais surestimé, Brent Clark. Ah oui? Oui. Alors, c'est pas lui que j'aurais choisi au 8e rang. Puis, alors, vois-tu, ça c'est... Il est dans la Ligue nationale. Oui, maintenant, oui. là, quand Mais même. c'est assez désagrégé dans le cas des Kings. Oui. Puis je pense que c'est ça. L'erreur qu'on a faite en général, ça a été de surestimer la quantité par rapport à la qualité. Fait que tu dirais qu'on a mal repêché. On a repêché Ben, moyen. Turcotte, oui. Ouais, on a repêché moyen, mais on a surtout surestimé comme je t'ai dit, la qualité, la quantité par rapport à la qualité. Et Brent Clark, tu le vois où à long terme? Dans quelle chaise? Ben, pour un gars qui est choisi. Quand un défenseur est choisi numéro 8, on parle d'un gars de première paire. Moi, Brent Clark, pour moi, ça peut être un gars de jeu de puissance qui jouerait sur une 2e paire. C'est bien, mais c'est pas. En tout cas. Fait que si on t'offre, disons que les Kings t'offrent Brent Clark pour David Reinbacher. Ben, je prends Reinbacher. Bon, Ben ça, oui, ça a ben quand oui. même le mérite Ben oui. d'être clair. Ben oui, ben oui, Parfait. ben oui. OK. L'autre question que j'ai bien aimée, en fait, je les aime toutes, là, mais il faut en choisir. Kevin Brassard. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe qui a un joueur dans sa liste en top 20-30 se dit qu'elle peut patienter jusqu'à une ronde éloignée et ce, avec confiance, de le repêcher sans se le faire voler? Et Kevin donne comme exemple Joshua Roy, Raphaël Harvey-Pinard. Oui. Bon. Je pense que ça dépend des cas. Donc, dans le cas de Raphaël Harvey-Pinard, qui a été choisi en 7e ronde, on peut présumer qu'il n'était pas dans le top 20 de la liste du Canadien et qu'à un moment donné, rendu à 7e ronde, c'est vraiment, là, on lance des dards, on voit des noms qui nous plaisent, c'est toujours des joueurs qui nous plaisent, mais on lance vraiment des dards. Dans le cas de Joshua Roy, qui avait quand même une réputation depuis le midget, qui était perçu à un moment donné comme un choix de top 20 Oui. et qui dégringolait, il y avait bien des listes qui l'avaient en 2e ronde. Oui, tu prends un risque si tu le laisses aller. Bon. Là, la question est de savoir, à ce moment-là, où est-ce qu'il se situe sur ta liste? Et c'est là que tu dois jouer
comme j'avais expliqué une fois dans un podcast, tu joues avec ta liste. Peut-être que tu choisis un gars que tu as classé avant. Tu vas le laisser passer parce que tu as peur que Roy soit plus là, même si le joueur que tu l'as classé avant. Comprends-tu? Tu essaies de penser à ce que les autres équipes peuvent avoir en tête. Moi, Joshua Roy, si je l'avais tellement aimé, j'aurais pas pris de chance, puis j'aurais pris en deuxième ronde. Si tu attendais en cinquième ronde, c'est peut-être parce que tu l'aimais pas tant que ça. À moins que tu aies une liste formidable et puis qu'il était 18e sur ta liste, là, et ce qui m'étonnerait. Je pense que si les équipes veulent vraiment un joueur, ils doivent le repêcher plus tôt que ce qu'ils ont prévu. Parce que tu sais jamais quand est-ce qu'il n'y a pas au moins une équipe qui va penser à aller te le chercher. Mais il était toujours disponible au 5e tour. Oui. Et ça a été un excellent choix de... Trevor Timmons. Ah, merci. Mais Mathias, bien que j'apprécie Joshua Roy, et puis c'est rare que les choix de 5e ronde percent, alors s'ils percent, tant mieux, oui, c'est un excellent choix. Il faut quand même attendre que Joshua a joué une couple de centaines de matchs avant de canoniser Trevor. Ouais, mais là, on dirait que le Trevor, il n'est pas passé encore là, dans l'estomac. Hein? Il est encore dans la gorge. Là. Ah, il est encore dans la gorge. Certains diraient qu'il a encore de Trevor. Alors, c'est ça. Attends une minute. Je pense qu'il y a ici, on a une intervention. Ah oui, Qu'est-ce Ben? que c'était quoi? Certains diraient qu'il a encore de Trevor. De travers. Oui, c'est correct. Oui, c'est c'était parfait. Attends, excellent. je vais on mettra ça dans nos meilleurs moments. Là. Je vais en faire une petite dernière. Ah oui. Stéphane nous envoie une question. Attends, je pense qu'il y a un autre jeu de mots ici. Mais non, là. non, Ah, non, c'est juste pour situer le spectateur dans la confrontation Trevor Timmons. Le Mathias, tu te portes où par rapport à lui? Est-ce que tu le défends coûte que coûte ou Non. t'es quand même... Non, je te dirais qu'il y a eu des grandes années, 2005-2007. Il y a eu une traversée du désert où il aurait dû perdre son emploi. Ça, je l'admets. Puis là, à partir de 2016, avec Sergachev, avec 2019, avec Caulfield, avec Goulet, ça a été nettement supérieur. OK. Disons pas plus, là, on garde ça pour notre épisode spécial. Ah, parfait. C'est bon. Puis même chose pour Simon, on va poursuivre. Oui, moi j'ai une petite dernière question. oui. Stéphane nous demande, selon Snake, Romanov aurait sa place sur le top 4 d'une équipe aspirante à la Coupe, mais Mailloux, lui, pas plus haut que 6e défenseur. Me semble que ça marche pas. OK. C'est vrai que ça marche pas. Fair enough. Je sais pas si je sais que j'ai soit mentionné Romanov comme un numéro 4. Ouais. Bon. Moi, je dirais, là, Stéphane, c'est que Romanov, à date, il a fait quand même ses preuves dans la Ligue nationale. Ouais. Est-ce que c'est un solide numéro 4? Peut-être pas, mais Mailloux, je peux pas le mettre plus haut parce que ça demeure quand même un joueur en développement. Et un joueur en développement, pour moi, ben, avant que je change son potentiel selon mes évaluations, ben, j'attends quand même un peu. Je change pas mes évaluations, moi, après un bon match ou une demi-bonne saison. Alors, Romanov, bon... T'aimes pas le repris, Romanov, en passant. Hein? Pardon? T'aimes pas le repris, Romanov, en série, là. Oui, certainement. Mais juste pour renchérir là-dessus, tu vois, quand j'ai fait un texte sur la possibilité d'amener Zegras pour Logan Mailloux, j'ai interviewé un homme de hockey de la Ligue nationale, et c'est exactement ce qu'il me disait aussi. Zegras a fait ses preuves dans la Ligue nationale. Mailloux, il dit, nos recruteurs l'aiment beaucoup, mais il a joué un match. On ne sait pas encore ce que... Faudrait que le Canadien probablement donne plus que Mailloux pour avoir Zegras. Oui, pour combler le risque d'avoir un joueur qui a joué un match. Mais c'est sûr que si t'attends trop, puis que Mailloux devient bon, ben là, il va coûter plus cher. Mais à ce moment-là, si tu deviens bon, tu le gardes. Tu sais, fait qu'en tout cas, c'est... Peut-être que Romanov, je te dirais... peut-être que je suis allé fort, numéro 4. Je sais pas. Peut-être c'est plus numéro 5. Oh non. Romanov? Oh non. Dans une équipe championne, là, ben... Un 4. Gros maximum. Non, tu descends pas en bas de 4. Non, bon, on Parce va y que aller tu regardes les formations des bonnes équipes. Même Colorado, c'est qui ton... Ouais, je comprends. Écoute, on va y aller à la 4. C'est bon. Bon, ben merci, Simon, pour cette période de questions. Pour les autres questions, comme j'ai dit, sur Patreon, on répond à une tonne de questions cette semaine. Super. Parfait. Mon ami Simon, un repêchage, le fun. 2019. Il nous en reste plus beaucoup, mais celui-là est vraiment intriguant, riche, rempli d'émotions. Dis-moi donc, d'abord, ta liste. Bon, alors moi, ça peut paraître absolument ridicule aujourd'hui, mais j'ai joué au yo-yo toute la saison entre Jack Hughes et Capo Greco.
Ben, ça peut paraître ridicule, mais tu as beaucoup d'équipes qui ont joué au yo-yo avec les deux aussi. Là. J'ai eu des listes où j'ai classé Kako premier. Ouais. Finalement, à la dernière minute. Oui, mais tu sais, tu parles comme si c'était le seul à avoir, jonglé. Oui, mais j'ai honte, puis je vais te dire pourquoi. Non, mais c'est un dieu. C'est un dieu à son année d'admissibilité. Là. Cette année, j'ai regardé des vieux matchs de Capo Kako à 17 ans, et là, j'ai vu toutes les failles qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a abordé brièvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es laissé emballer comme ça? Puis comment les équipes? Dont New York, deuxième? On l'a projeté. On a fait de la projection. On a vu un gros ailier fort, talentueux, puis on s'est dit, il va devenir ça, même si en ce moment, il n'est pas ça. Ouais. Ça, c'est dur, ça. Je sais qu'il faut faire de la projection dans les repêchages. Ouais. Mais c'est dur de savoir quand est-ce qu'un joueur vraiment a atteint son plafond. Et tu sais que j'ai regardé les stats puis j'ai revu des matchs du championnat du monde. Là où Slavkovski a vraiment convaincu le Canadien de le repêcher au premier rang. Championnat du monde, il y avait des grosses stats. Mais tu regardes, c'était en début de tournoi. Et là, la ronde des médailles, rien. Puis le dernier match, écoute, il a presque pas joué. Oui, je me rappelle. Ouais. Fait que ça aurait dû être une grosse mise en garde. Oui. Fait que tu sais, en tout cas, c'est très dur. Fait que finalement, ça a fini avec Jack Hughes, Kako. Bon, ben moi, tu l'as en premier. Peyton Krebs, que j'avais troisième. OK. Moi, j'ai vu ce petit gars-là aller avec les mains qu'il avait, puis l'agilité. Ah, tu l'aimais, lui. Ah oui. Puis je l'aime encore. Puis je suis convaincu, puis tu sais, autant comme j'ai abandonné sur Tyson Jost, autant comme je suis convaincu que Peyton Krebs, c'est un joueur de milieu d'alignement si on lui donne sa chance. Et je crois qu'à Buffalo, il y a trop de joueurs semblables et il n'y a pas sa chance. Mais on est d'accord qu'il faut que ce soit la dernière année, là. Parce que là, il y a quoi? Oui. 23, là, c'est comme Kotkaniemi, à un moment donné, à 23. Kotkaniemi, tu étais prêt à y en donner jusqu'à au moins 7 ans. Non, j'ai arrêté. Excuse-moi. Non. Attention, mets-moi pas des mots dans la bouche. J'ai abandonné cette année à 23. Oui, à sa 6e saison. Après son 12e match, par contre. À sa 6e saison, alors que, laisse-moi voir, roulement de tambour. Krebs. Peyton Krebs vient de terminer sa 3e oui, mais il y a 23, là. Ça a été plus long. Garde. C'est pas de la faute de Kotkaniemi s'il a accédé à la Ligue nationale plus de bonne heure, là. Quand même. Non, mais le fait qu'un joueur ait fait tant d'années dans la Ligue nationale, normalement, à un moment donné, tu peux te faire une tête plus rapidement. Regarde, on fait un spécial Timmins, on fera pas un spécial Kotkaniemi, là. D'ailleurs, sinon, on va inviter Richard Labbé. Moi, si je peux me permettre, là, sur Kotkaniemi, les gars. Bon, on a donné combien de chances en plus. Oui, mais on a donné combien de chances à Galchenyuk? Regardez les Leafs là, qui l'ont invité pour les séries éliminatoires. C'est sûr qu'il y a un club qui va donner une autre chance à Kotkaniemi. Oui, mais là, il a retrouvé le centre, par contre, avec des résultats mitigés. Mais tu sais, à un moment donné, dans la série, il a retrouvé le centre du deuxième trio aussi, un peu par défaut, là. Je comprends ta comparaison que tu fais, Pag, là, mais Galchenyuk, c'était un talent brut, pur, avec des problèmes hors glace. Alors, tout le monde se dit à un moment donné, oui, mais il va prendre la maturité, puis chez nous, il va scorer. Kotkaniemi, je pense qu'il y a bien des équipes qui voient qu'il joue tout croche. Puis ça, jouer tout croche, ça n'a pas rapport avec la maturité, ça n'a pas rapport avec le talent. C'est pas quelqu'un... Tu peux pas sauver un joueur qui joue tout croche. Mais je pense pas qu'ils vont le racheter, comme tu disais. Là. Ça, je trouvais un peu extrême, là, mais regarde, on est d'accord que ça va pas super bien. Non. Donc, t'as Jack Hughes premier. Oui, Kako 2, Peyton Krebs 3. J'avais Bowen Byram 4, le rang où il est sorti. OK. J'avais Dylan Cousins 5. Oui, qui est très... qui a eu une petite baisse cette année à Buffalo, mais qui a eu une grosse saison l'an dernier, qui devrait être correct. Oui. J'avais Alex Newhook 6e. Ah oui? Ouais, lui, il m'a déçu. Oui, je me rappelle. C'est un bon joueur, Alex Newhook. Là, tu voulais avoir Newhook et Krebs, d'ailleurs, oui, avant Caulfield. Ouais. Oui, parce qu'après ça, j'avais Doc, j'avais Zegras, j'avais Boldy et j'avais Caulfield. Caulfield était combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ah, quand même. T'es plus haut que 15. Oui, je l'avais 10. Mais j'avais quand même Newhook et Krebs avant Caulfield. Et mon choix d'ailleurs pour le Canadien cette année-là aurait été Peyton Krebs. Ouais. Mais tu vois, t'avais pas de Söderstrom puis de Broberg dans le top 10. Fait que garde, il y a des équipes. Mais peut-être que Peyton Krebs à Montréal aurait eu plus sa chance. Bon, ça, c'est des mais. C'est des mais bon. Peut-être qu'il va avoir sa chance à Montréal aussi, Simon. Peyton Krebs? Ben, moi, tu sais, on me demande souvent dans les questions, qui ciblerais-tu? Ouais. Le prochain Newhook, le prochain Doc. Je pense pas que Krebs devienne Kirby Doc, là, c'est pas ça que je dis. Non. Mais dans les projets à rescaper, moi, je ferais une offre modeste à Buffalo pour aller chercher Peyton Krebs. Bon.
C'est un repêchage, c'était le repêchage d'une équipe. Le programme de développement américain. Ah oui. 7 joueurs dans les 15 premiers provenaient de cette équipe-là. Incroyable. On vient de presque tous les nommer. Ouais. Et Jack Hughes, lui, est le premier joueur de l'histoire de la USHL, si on exclut Gordie Howe en 1948, alors que la USHL était une autre genre de ligue, là, qui a joué directement, qui est passé directement de la USHL à la Ligue nationale de Wow, hockey. ouais. C'est pour ça que ça a été très Fait que c'est- difficile, très difficile pour lui à 18 ans. Un joueur au petit Ouais, physique qui ouais. part d'une ligue qui, selon moi, est inférieure aux ligues juniors canadiennes. Ouais. On aurait dû l'envoyer dans la Ligue américaine. Même sa deuxième année, les statistiques étaient quand même modestes aussi. Ah là. oui. Il y en a même qui commençaient à se poser des questions. Capo Caco, est-ce qu'il reste capable? Moi, la réponse est non. Non. Euh, Mais 40 points l'an dernier, quand même, ça aurait pu être encourageant. Oui, on pensait peut-être l'an Ouais, passé, ouais. mais là, on voit qu'il ne sera jamais un joueur d'impact. Je trouvais, moi, que il y a 2 joueurs du top 10 que je n'aimais pas. C'était Alex Turcotte et Philippe Broberg, Ouais. qui, d'après moi, auraient dû choisir beaucoup plus loin. Turcotte a quand même été malchanceux avec les blessures. Lui, je pense, ça, c'en est un peut-être que j'irai chercher, mais sans grandes attentes. Non. Et avec une modeste offre, parce que j'ai quand même remarqué cette année dans la Ligue américaine que, même si là, il commence à être vieux là, pour la Ligue américaine, j'ai quand même remarqué que c'est un gars quand même qui fournit un effort. Et un joueur qui fournit un effort, il peut toujours être utile. Mais là, en ce moment, vraiment, on parle de joueur, dans mon livre, de soutien, pas complémentaire. Non, c'est ça. Vraiment un joueur de soutien. Bon, pour un cinquième au total, ça C'est- fait mal aux 15, ça comme fait on mal disait aux 15. tantôt. Ouais. Pour terminer, dans les petites trouvailles, il n'y en a pas eu beaucoup. Alex Vlasic, Oui. qui faisait partie d'ailleurs de cette équipe-là, Ouais. les USNTDP, qui vient de signer un gros contrat de 4,6 millions Ouais. à Chicago. Excellent défenseur défensif. Bon pour sortir la rondelle de la zone. Et il y a eu Mathias Maccelli en Arizona en 4e ronde, 57 points cette Il année. était plus vieux, lui, hein, je pense, Oui, non? oui, il était plus vieux. Et Dimitri Voronkov, qui vient d'arriver à Columbus, année recrue de 34 points, c'est bien. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de cartes cachées. Du côté de la Ligue junior majeure du Québec, c'est mince. Pas beaucoup de joueurs établis. Il y a Raphaël Harvey-Pinard, évidemment. Jordan Spence, Samuel Bolduc a joué avec les Islanders. Raphaël Lajoie, quelques matchs à Edmonton. Et Jacob Pelletier, quelques matchs à Calgary. Struble, Donc, deuxième tour, quand même, un joueur de la Ligue nationale. pour le Canadien, Caulfield, Struble et Pinard ont fait la Ligue nationale. Bon, Mathias Sandler choisi en 3e ronde. Je ne suis pas là pour taper sur le clou. Mathias Sandler, je le répète, n'était pas un mauvais choix en 3e ronde. Non. Ce que je reproche, c'est tout l'engouement qui s'est développé suite à 2-3 clips YouTube. Et des comparaisons à et Lidstrom des comparaisons. de la Suède. Alors, est-ce que je blâme Trevor Timmons pour le choix de Mathias Sandler? Non, c'est un choix de 3e ronde. Trevor, il a lancé un d'or. Le gars avait certaines habiletés. Ça s'est pas développé. On passe à d'autres choses. Mais à un moment donné, moi, j'ai été obligé d'en faire un gros plat parce qu'on le comparait à Lidstrom. Ah oui, c'est sûr. Alors que moi, je trouvais que c'était même pas un joueur de la Ligue nationale. Et je pense que là, la preuve est faite, ce ne sera pas un joueur de la Ligue Et nationale. je t'en remercie d'ailleurs, parce que moi, j'avais beaucoup évidemment que j'essayais de dire que ce ne sera pas Lidstrom, ça oui, mais je pensais quand même qu'il serait bon. Et avant son arrivée en Amérique du Nord, avant son premier camp à Montréal, tu as eu la gentillesse de m'envoyer quelques matchs hors concours de Norlinder en Suède, et j'ai fait « Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Et là, tout de suite, j'ai tranché, j'ai dit ça va être difficile pour lui de jouer dans la Ligue nationale. J'avais comparé à Goulet, puis j'avais dit, regarde, c'est même pas proche d'être proche. Puis effectivement, ça a donné ce que ça avait donné. Ça m'a pris du temps, je m'en excuse, mais il a fallu vraiment que je vois des matchs complets pour dire non. Puis tu sais, je me suis fait insulter beaucoup quand j'ai dit qu'il ne ferait pas la Ligue nationale, mais je blâme pas vraiment les amateurs qui vont sur Facebook écrire ça. Parce qu'eux, ils se fient à ce que les gens qui suivent le hockey Ceux qui leur t'insultent, là, oui. Oui. Ils se fient à ce que les gens qui suivent le hockey leur montrent. Et puis sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des 30, 40, 50 000 abonnés Ouais. et qui finalement leur montrent un petit clip par-ci par-là et là qui disent « Wow, regardez cet espoir du Canadien. Est-ce qu'on peut blâmer les gens de s'emballer? Non. C'est sûr. Mais tu sais, c'est pas dans... On parle pas de ceux qui t'envoient des questions ou ceux qui nous écoutent, là, qui te connaissent, puis qui Non, c'est sûr. réussissent à faire la part des choses. Ben, c'est sûr. Eux font la part des choses, mais bon, ça prend toutes sortes d'auditeurs. Exactement. Mais somme toute, tu sais, si on revient aussi, étant donné qu'on est à Montréal, puis on ramène ça, Ouais. ça a été un bon repêchage pour le Canadien.
Oui. Là, je t'ai même pas pour te taquiner. Là, mais Non, non. Hey, au 15e rang, J'ai rien à dire contre le chercher un repêchage allié du de Canadien. premier trio, Ouais. même si c'est pas un générationnel, c'est quand même un bon Puis en choix. deuxième ronde, tu as un joueur qui, même s'il ne joue pas sa carrière à Montréal, probablement en ce moment est un actif à échanger. Peut-être pas un gros actif à échanger, mais pour un choix de fin de deuxième ronde, c'est un actif à échanger. Donc, j'ai rien à redire sur le repêchage du CH en 2019, étant donné aussi qu'après... je dirais, après la vingtaine de premiers choix, c'était mince. Bon. Écoute, Simon, puisque tu n'aimes pas les surprises, tu nous l'as dit tantôt, j'en ai une autre pour nous, pour Vas-y. Processus. Vas-y. Le podcast Processus vous est présenté par Cargarous. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec Cargarous. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avis impartiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargarous.ca ou téléchargez notre application mobile. Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belleuil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habiller les travailleurs d'ici. Monsieur le réalisateur Pag, Surprise! Templeton lui-même, Oui, Éric je Oziel. regardais avec les chandails dans le studio. Les gars, salut. Salut Mathias. Ça va bien? Salut Simon. Bienvenue. Ça va bien. J'aurais pu amener mon chandail Templeton, le mettre quelque part. Ah, la semaine prochaine. Une prochaine Viens-tu fois. Oui. encore? J'en ai 3-4, oui. Je ne devrais pas le dire parce que je me fais demander souvent pour des encans. Ah oui, hein? Il y en a qui sont promis, mais il m'en resterait un à moi, oui. Et Pag était très heureux que tu sois là. Il dit, Crime, c'est un grand moment parce que c'est un fan de lancer compte. Ben- J'ai dit, même s'il voulait, après, tu pourrais y sacrer une volée. Il y en a beaucoup qui aiment ça, des volées de Avec Templeton. plaisir, Hein? du moment que ce ne soit pas filmé, parce que maintenant, de nos jours, avec les réseaux sociaux, Exactement. t'es cancellé. Écoutez, vous demandez peut-être Éric Oziel, évidemment, qui est un collaborateur de longue date, qui est un ami. Et je me suis dit, c'est un gars qui fait beaucoup de recherches, qui a une ouverture qui est au-delà du hockey. Puis je me suis dit qu'il y a un peu aussi la même philosophie, je trouve, que nous deux. Et dans d'autres sports, je voulais qu'il nous amène la vision de d'autres sports en nous ramenant ça au hockey. Et à tout seigneur, tout honneur, notre vedette de la journée, Trevor Connolly. Alors, Éric nous a proposé de nous transposer ça avec ce qui a pu se passer dans les dernières années dans la NFL. Mais d'abord, permettez-moi de vous dire que la volée de Templeton vous serait présentée par Cargarous. Oh! Non, c'est pas vrai. C'est Processus qui est présenté par Cargarous. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargarous.ca. Bon, en attendant, si tu veux, Pag, tu peux appeler le dentiste tout de suite là, pour prendre l'avance, puis nous, on va jaser. Excellent. Écoute, ça m'interpelle ce sujet-là et ce jeune joueur-là parce que moi, j'avais déjà vu en février de cette année, bon, premièrement, Hockey News, au début de février, avait fait un papier sur Trevor Connolly. Jeune joueur, pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, jeune joueur américain qui vient d'avoir 18 ans en février, un talent au niveau des agilités. Puis, quelques jours plus tard, la revue The Athletic a fait un dossier étoffé où ils ont vraiment questionné une quarantaine de personnes, des parents d'équipes sur lesquelles il a déjà joué, des coachs, des recruteurs. Puis c'est vraiment très étoffé. Et il y a une poursuite juridique présentement au civil de la part de la famille et de l'entourage de Connolly parce qu'eux autres jugent que c'est une job de bras. Contre The Athletic? Oui, oui. Ah, OK. Parce que il y a beaucoup de rumeurs. Il y a un fait allégué qui a été avoué et dont s'est excusé, on va en parler. Mais ma question, c'est, il y a 450 ans, Shakespeare a dit à travers Hamlet, être ou ne pas être. C'était la grande question existentielle. Moi, ce que je pose comme question, c'est plus éthique. Risquer ou ne pas risquer de prendre ce jeune joueur-là en première ronde? C'est un peu pour ça que tu es ici aussi. C'est Exactement. pour nous citer Shakespeare. Pour Oui, ajouter exactement. du contenu, Et Hamlet. intellectualiser le du contenu. Exactement. Alors, ce joueur-là, qui, j'ai regardé moi aussi sur YouTube, les performances de ce jeune joueur-là, qui aujourd'hui, d'ailleurs, n'a eu qu'un point, un but, dans la victoire dominante des Américains sur les Finlandais au championnat mondial junior de 18 ans. Mais néanmoins, deuxième sur la liste de Simon, quand même. Il est toujours deuxième, temporairement? Là, Toujours C'est deuxième ça. temporairement. Ouais. Mais il polarise. Il polarise parce que, pas pour ses agilités, mais par son attitude et son comportement dans les dernières années. Et c'est avec raison, parce que maintenant, si les réseaux sociaux s'emparent de l'histoire
admettons, une équipe dans un marché le repêche rapidement en première ronde et que sur les réseaux sociaux, on dit, pour ce qu'il a fait, on va en parler, ben c'est un scandale, ben tu peux pas te battre contre ça, malheureusement. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on doit donner une deuxième chance à des adolescents? Parce que les faits qui sont arrivés à Conley, tu le sais, c'était à l'âge de 16 ans et 15 ans. Le premier fait qu'il a avoué, c'est qu'il a publié sur Snapchat une photo d'un de ses coéquipiers assis dans une bibliothèque, entouré de cubes, des petits cubes d'enfants, qui représentaient une croix gammée. Le signe nazisme. Il s'est excusé tout de suite et il a été suspendu et expulsé du programme de hockey qui était au Long Island Gulls, en New Jersey, après 2 semaines. Il y a un autre fait qu'on lui a reproché 1 an avant. Il aurait apparemment, en Californie, crié des insultes à caractère raciste envers un autre joueur. On a fait une enquête et le comité de discipline a déterminé qu'il n'y avait pas assez de preuves. Fait que ça, c'est pas prouvé. OK? Mais depuis ce temps-là, il s'est pris en main selon sa famille. Ouais. OK? Il y a 15 ans, Mathias. Ouais. Il y a 15 ans. Mais des insultes racistes, quand même, moi, j'en faisais pas à 15 ans, là, mais quand même. Je me fais juste l'avocat du diable. Je suis d'accord, mais mon point est jusqu'où? Ouais. Tu sais, jusqu'où on va punir un jeune, puis je te dis pas qu'il n'y a pas à adresser la situation. Mais je pourrais te faire des parallèles tantôt. Je pense qu'il y a des fois 2 poids, 2 mesures. Ouais. Et ce jeune-là, clairement, il y a un drapeau rouge et clairement, il y a des enquêtes à faire. Tout à fait. Mais tu es d'accord que, dépendamment, Bob McKenzie, présentement, le place 11e dans sa liste, Button, le place 20e. Je regarde un peu partout sur ceux qui l'ont sur leur liste parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le mettre sur leur liste en première ronde. Il est entre 11e et 27e. Mais, oui. Oui. Donc, toi, t'as regardé ailleurs ce qui se fait dans la NFL. Là. Puis même dans la Ligue nationale de hockey, jusqu'à tout récemment, tu comprends? Je regarde DeAngelo avec Sarnia. C'était connu, là. Ouais, mais ça a été un désastre aussi. Là. Il joue encore dans la Ligue nationale. Ouais, je sais, Il joue encore dans la Ligue nationale. Moi, ce que je te dis pas que ce gars-là, on devrait le mettre au temple de la renommée. Je dis, est-ce qu'il vaut le risque de le repêcher en première ronde? Si je vais... Tu sais, Mitchell Miller, là, qui lui aussi jouait au même programme que présentement Conley, à Tri-City pour le Storm, 4e ronde, lui, il y avait une condamnation au niveau criminel. Ce qui n'est pas arrivé. C'est ça que je veux dire. Tu comprends? Logan Mailloux, lui aussi, avait été condamné au criminel. Et ce qui a fait mal à Mailloux, c'est dans ses entrevues avec les équipes, lui, il le disait pas publiquement, mais il disait « La jeune fille veut se venger de moi ». C'est ce qui a aussi... C'est ce qui a aussi comme a refroidi certaines équipes. Et Mailloux, d'ailleurs, ça aurait pu ne jamais être connu au pays, parce qu'au Canada, étant donné qu'il était mineur au moment des faits, c'est le silence. C'est lui qui a décidé d'aller de l'avant avec ça. Parce que la jeune fille, quelques jours avant ou quelques heures avant, a dit publiquement « J'aurais aimé avoir des excuses sincères de sa part. » Et c'est là que tout s'est joué. Ceci étant dit, bon, Mailloux s'est réglé dans le sens que, bon, le jeune Conley s'est pris en main, enfin... Je sais que t'as des bémols par rapport à ça. Non, mais je veux juste être sûr que ça soit fait de la bonne façon. On n'approuve pas ce qu'il a fait. Non. Puis je dis, moi, ce qui m'inquiète encore autant, c'est qu'il a fait 7 programmes entre 13 ans et 17 ans. Il a changé de programme souvent, donc 2 programmes moins qu'un mois. Fait que c'est clairement un jeune qui a un problème d'attitude. C'est clairement un jeune qui a un problème de comportement parce qu'on a des rumeurs d'harcèlement, de méchanceté envers des coéquipiers. C'est un jeune prima donna qui a été mal encadré par des adultes. Et ça, on en voit des multitudes. Oui. Éric, je peux me permettre, dans l'article d'Athlétique, on donne également une autre version, parce qu'on a essayé d'équilibrer l'article, en disant que peut-être que les histoires de bullying, là, d'intimidation... C'est lui qui subissait. C'est lui qui subissait et il se vengeait. C'était comme œil pour œil, dent pour dent. C'est pour ça que Et ça arrive, ça. Parce que, étant donné un joueur très talentueux, tu sais comment c'est, t'as vu dans le hockey mineur, les parents, quand ils se mettent sur le dos d'un jeune qui est talentueux, parce qu'ils sont un peu jaloux, ça peut... Pour avoir fait le parcours de sport mineur comme toi, Mathias, ça peut arriver une fois. Quand ça arrive plusieurs fois, on l'entend... Tu sais, tu peux être très bon, tu vas faire 2-3 programmes. Quand tu fais beaucoup de programmes, il y a un drapeau rouge, là. Ça me montre peut-être un jeune qui a, comme je l'ai dit, un comportement à travailler. À 15 ans, 16 ans, on demande aux adolescents d'être parfait exemplaire, c'est difficile.
Et la NFL a une culture différente. Je pense que plus d'exemples. La NFL a une culture différente. La NBA a une culture différente aussi. Tu sais, je prends juste en 2023, je ne veux pas remonter trop loin. Jalen Carter, joueur fabuleux de Georgia qui venait de gagner le championnat national au mois de janvier. Choix de première ronde, hors de tout doute. Bon, il y a une fête. Après, il y a une course sur l'autoroute. 2 morts. Lui conduisait une auto. Dans l'autre auto, 2 morts du programme, un joueur et un membre de l'entourage de l'équipe. Et il a plaidé ce qu'on appelle aux États-Unis no contest. Ça veut dire, j'accepte le verdict, mais je ne déclare pas coupable. C'est une subtilité. Ouais. Donc, il a une probation. Il doit faire des travaux communautaires, une amende de 1 000 $ et il a été repêché 9e au total par les Eagles de Philadelphie, qui n'est pas un marché facile. Ouais. Fait que, tu sais, tu regardes ça, tu te dis, là, il y a des morts, là. 2 personnes sont décédées. On n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais quand même, une course à plus de 160 km/h sur l'autoroute aux petites heures du matin, tu te dis... Tu sais, il y a, encore une fois, là, on parlait d'un gars de 21 ans, 22 ans, pas un gars de 15-16 ans. Ouais. Des erreurs de jugement, il y en a plein. Je reviens vite au hockey. Qui savait, en 2005, que le père de Bobby Ryan, M. Stevenson, en fait de son vrai nom, avait été accusé de meurtre envers sa mère? Ouais. Tu sais, poitrine perforée, côte cassée, fracture du crâne. Mais ça, c'est pas Ryan qui... Non, mais on a compris après que, imagine-toi, la jeunesse, ils ont dû déménager, prendre un autre nom. On était au Canada, aux États-Unis. Son père a arrêté quand ils sont retournés aux États-Unis parce qu'il faisait du gambling professionnel, ce qui était illégal à ce moment-là. Fait que ceci explique cela parfois. Moi, j'aurais eu tendance, au contraire, peut-être à le repêcher en disant, regarde, il a fait preuve de résilience pour... dans le cas de Ryan. Là, et si je dis la même chose de Conley... Ben, c'est que Ryan est une victime dans cette histoire-là, une victime psychologique et tout ça. Mais si je prends le cas de d'autres joueurs, si je prends le cas de Galchenyuk, son entourage, je reviens encore à l'entourage. Ouais. Les joueurs de la NFL, ce qui arrive avec les joueurs de la NFL ou de la NBA, souvent, ce sont des jeunes joueurs mal encadrés, mal entourés et qui amènent avec eux leurs amis d'enfance qui n'ont pas toujours bonne réputation. Ouais. Tu comprends? On a pris Crosby, on l'a mis chez Mario Lemieux. Ouais. On a pris Malkin, on l'a amené chez Gonchar. Galchenyuk, on l'a mis dans un appartement à Montréal. Ouais. Tu comprends? Ça revient, tout ça, et aussi, pour moi, il y a une hypocrisie de la part des professionnels, des équipes, des adultes, et on leur demande à ces jeunes-là, puis je dis pas qu'il faut leur donner l'absolution, Mathias, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est, on peut peut-être donner à Conley, regarde, toi, on peut te repêcher, mais tu viendras pas dans la Ligue nationale avant 2-3 ans, comme on fait avec Mailloux, parce que tu vas nous montrer que tu es un bon citoyen. Puis, dans la NFL, ben, c'est plein de cas comme ça. Oui, je suis curieux d'avoir les autres cas positifs. Ben, tu vas prendre Ja Morant dans la NBA. Ja Morant, présentement, c'est la catastrophe. Ça devait être le joueur, l'icône qui remplaçait LeBron James. Ouais. Ça sera pas lui, ça va être Anthony Edwards de Minnesota, des Timberwolves. Parce que Ja Morant, lui, on a pourtant regardé dans son entourage, mais là, depuis ce temps-là, là, c'est des erreurs de jugement par-dessus erreurs de jugement, c'est des armes à feu, ouais. Puis on parle d'un joueur générationnel, comme tu dis souvent, tu sais. Alors, moi, Aaron Hernandez, dont on a tous vu le fameux documentaire sur Netflix, ça nous a frappé. C'était connu. Mais là, t'es l'avocat de Trevor Conley, là. Tu représentes la famille, sans moi des cas positifs, là, pas des cas négatifs. Non, mais ce que sinon, tu vas me décourager de le repêcher. Non, la nuance que je te dis, tous les cas dont je te parle, il y a des accusations et une condamnation criminelle. Parfait. Conley a été expulsé d'un programme, mais il n'a pas été condamné au criminel. Parfait. Ce que je veux dire, c'est dans toutes les polyvalentes des écoles secondaires, il y a des jeunes qui font des erreurs de jugement. Ben oui. Est-ce qu'on doit leur donner une deuxième chance? OK. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des exemples de jeunes qui ont fait des erreurs de jugement dans ta recherche? Non, j'ai pas de jeunes qui ont des erreurs de jugement. Tu sais, des erreurs de jugement, moi, je serais curieux de savoir combien il y en a sur les 32 qui vont être repêchés. Que ça sort pas. Tu sais, je vais te donner un exemple d'un petit garçon que je connais très bien qui vient d'une famille impeccable. Ouais. Jordan Dumais. Ouais. Quel joueur de hockey. Ouais. Fait une erreur. Il était repêché déjà. Ouais. Il a fait une erreur il n'y a pas très longtemps. Oui. Est-ce que pour ça, on doit dire « Ah, attention! » Non. Ça. Si tu payes ta dette envers la société, comme Conley fait présentement en faisant du travail, des travaux communautaires, en prenant des formations au niveau de s'éveiller sur la diversité et l'inclusion, tu te dis « On va voir ce que ça va donner. » Puis en passant à ce que le gars de Mailloux a fait,
il y a bien des joueurs juniors qui le font, ça, je peux te le dire. Ouais. C'est juste que lui, il s'est fait pogner, la personne a porté plainte. Et là, je suis pas en train de dire que je le repêcherai pas. Mais disons que je suis Jeff Monson. Et je vous dis, regardez, là, ça a chauffé à Montréal aussi par le passé. Si on repêche Conley, est-ce qu'on va être pris dans une tempête médiatique? Est-ce qu'on veut ça? T'es le recruteur, toi. Tu réponds quoi à Jeff? Je vais te répondre dans The Athletic, là, le fameux dossier. Là, Ouais. Ils impliquent, ou en tout cas, c'est sous-entendu que Bergevin et Timmins ont perdu leur emploi parce qu'ils ont repêché Maillot. C'est vraiment réduire l'histoire, là. Oui. Oui. Oui, Alors, ça, oui, c'est sûr. c'est vraiment réduire l'histoire. Donc, ce que je dis, c'est que je vois pas Canadien prendre Conley à cause du marché. C'est ça. À cause du marché, surtout avec ce qui se passe dans nos campus universitaires présentement, surtout où tout le monde est vraiment à fleur de peau. Je te dis, un gars comme ça, moi, j'aurais pas de problème à le prendre et lui donner une deuxième chance, mais ça veut pas dire que je le mettrais avec le Canadien de Montréal en 2024-2025. Rick, est-ce que tu sais plus sur le programme qu'avait mis sur pied le Canadien? Là, je te pose une question à brûle pour point, mais dans le cas de Mailloux, il avait dit qu'il s'impliquerait chez les jeunes au secondaire. Est-ce que ça pourrait pas être justement une preuve que le Canadien a fait des pas dans la société puis qu'il continue à s'impliquer auprès des jeunes que de dire, nous, on a mis sur pied un programme qui vient en aide à ces jeunes-là qui sont troublés. Est-ce qu'on peut se servir de cet exemple-là pour prendre un jeune qui est repentant, qui désire s'améliorer, puis on l'amène chez nous, puis on dit, on se sert de nos outils et on améliore sa vie puis les jeunes autour de lui? Est-il assez bon? Parce que, je vais te répondre, parce que je sais que tu le places deuxième, là, mais je vais donner des citations de différents recruteurs. OK. Je vais t'en donner des différents. Je ne peux me fermer les yeux sur son comportement. Ça, c'est un des recruteurs. Je peux pas le repêcher. Je peux pas me fermer les yeux. Mais il est assistant capitaine de son équipe. Oui, je suis d'accord avec toi. Un autre recruteur qui dit ça va être tout un joueur de hockey qui va jouer longtemps en Ligue nationale, mais le gars qui va le repêcher risque de perdre sa job. Peut-être. Tu comprends? Ah ouais. Un autre qui dit top 10 au niveau des agilités, dernier tiers au niveau des attitudes et du comportement. Fait que, tu sais, je veux dire, ce qui va arriver, là, c'est qu'à un certain moment donné, si tu le reprends, je sais pas en première ronde, c'est à quel moment, en deuxième, troisième, quatrième ronde, qu'une équipe, ça va prendre juste une qui va dire hey, il est trop bon par rapport au gars de troisième et quatrième ronde, on peut plus le laisser passer. Ou San Jose avec un choix supplémentaire de premier tour qui va se dire, regarde, c'est un marché tranquille. Mais il y a comportement puis comportement. Si tu as un comportement à la Galchenyuk, ça peut être dangereux que ta carrière s'en aille chez le diable parce que tu as des activités hors glace qui peuvent nuire à ton jeu sur la glace. Mais si tu as une mauvaise attitude avec tes coéquipiers, mettons, ben, à un moment donné, c'est déjà arrivé dans l'histoire du hockey, puis la preuve, c'est que les Jets de Winnipeg, finalement, ont fait le ménage l'été passé. Et la première chose qu'on a dit, on s'est débarrassé d'un tel, et là, le vestiaire est beaucoup plus sain. Mais, tu sais, je veux dire, mais là, on traite Conley comme si c'était un criminel parce qu'il y a une mauvaise attitude avec le monde autour de lui. Je pense pas qu'on le traite comme un criminel, Non, mais on se dit... il est cancellé. Là, on parle de nos Oui, drafts mais on va et tout. dire, est-ce que c'est un gars qui va arriver dans un vestiaire puis qui va pas miner l'ambiance, étant donné... Je pense pas que le mot criminel est... Mathias, tout récemment, un gars qui a subi sa mauvaise réputation, Mitchkov. Ouais. Oui. Exécrable, mauvais coéquipier. Oui. Prima donna. Ouais. Tu dois ne pas prendre un risque sur un joueur comme ça. Un joueur de 18 ans. Un jeune de 18 ans. Écoute, je te dis pas qu'ils sont tous Ça récupérables. dépend où. Mais si t'as Ryan Backer que t'aimes beaucoup, ben tu le prends avant. Oui, mais je reviens à le type de leadership, d'organisation de joueurs dans lesquels il va atterrir. Conley, s'il est repêché en première ronde, il pourra pas réussir dans n'importe quelle équipe. Non, C'est ça, sûr. c'est vrai. Tu comprends? Ça va dépendre de ton leadership, ça va dépendre comment on va l'encadrer. Pac, tantôt, parlait du programme des Canadiens de Montréal. Dans le cas de Conley, c'est ce qu'on ne sait pas. Tu peux évaluer les agilités. C'est une science assez précise, les agilités. On voit qu'il y a un bon coup de patin, on voit qu'il y a des bonnes mains, on voit qu'il y a une bonne vision. J'ai pas vu, par exemple, ses batailles 1 contre 1. Ça, c'est très important. Mais j'en ai pas vu, moi, de batailles 1 contre 1 dans son vidéo qu'on voit sur YouTube. Mais ce qu'on peut pas évaluer, c'est la personnalité, l'attitude du jeune. On peut pas l'évaluer. Ça, ils vont faire
leur travail. Oui, mais moi, je te dirais que de plus en plus de jeunes dans la NFL refusent d'aller ce qu'on appelle le combine. Ouais. Parce que même certains disent c'est du racisme. Et Ouais. même certains disent non, tu viendras pas, je veux pas y aller Intéressant. avec des petits léotards puis des petits lycras puis montrer mes muscles. Je refuse d'y aller. Cette année, Caleb Williams a refusé d'y aller et de plus en plus, les joueurs disent non, je lancerai pas à mon Pro Day, non, j'irai pas au combine. C'est pas comme ça que tu vas m'évaluer. C'est la même affaire. Puis là, quand je regarde la Ligue nationale qui est 25 ans en arrière, qui décide de faire ses combines, tu te dis, tabarouette, tu sais, moi, je te dirais que la chose la plus importante, c'est les yeux. Combien de temps, ce que tu vois, ta vision, quels sont les yeux, ton œil dominant et combien de temps ça te prend pour réagir à ce que tu as vu? Ce qu'on a vu avec Justin Jefferson dans la NFL, qui a été repêché à la fin de la première ronde, puis qui était peut-être le meilleur joueur de son année parce que dans le fameux nouveau test qu'ils ont trouvé à l'Université de Tennessee, c'est avec les yeux. Je vais regarder c'est quel ton œil dominant, puis comment tu réagis quand il arrive une situation de jeu et ce qu'on appelle avoir une vision du jeu, c'est être capable de réagir. Et de plus en plus dans le hockey, tu regardes surtout cette année encore plus flagrant, c'est l'espace restreint, comment tu réagis. T'sais? Alors, c'est ça. Donc, moi, je trouve que les critères d'évaluation et les outils d'évaluation, souvent dans le hockey, sont dépassés. Ouais, Puis, dans le cas de Conley, un point intéressant, le programme américain, habituellement, c'est la source pour faire fabriquer l'alignement du tournoi Linka et du tournoi U18. C'est normal, ils ont des équipes toutes faites. Ils ont quand même acheté un joueur de la USHL cette année. C'est Trevor Conley. Et le programme américain, il niaise pas eux autres. Écoute, il y a Si un gars a une mauvaise attitude, il en veut pas. Il y a 78 points en 52 matchs à Tri-City. Je le regarde, là, il est dans les plus. Bon, son tournoi, là, il n'est pas dans les meilleurs compteurs, il est 5e meilleur compteur. Mais il joue contre la Norvège. C'est ça, là. exactement. On s'en fout. Mais ce que je dis, mon point, c'est ça prend une organisation qui l'encadre et je trouve qu'on se déresponsabilise en tant que dirigeant, en tant qu'adulte avec ces jeunes-là. On leur demande d'arriver avec un produit fini, on leur demande d'arriver moulés déjà. C'est pas tous des Crosby, c'est pas tous des McDavid et il faut donner du temps. Bon, Je te seconde. Oui, Parfait. et si tu veux, la semaine prochaine, je te parlerai aussi de la différence entre être repêché à 17 et 18 ans et repêché à 22, 23 ans. ça va être très intéressant. Ouais. Merci, Éric. Ben, merci à Très vous, belle les gars. intervention. Ben, merci. J'espère que j'ai... tu sais, je suis pas l'avocat de Conley. Non. Ce que je dis, c'est que je suis l'avocat de tous les adolescents qui, parfois, font des erreurs de jugement. Excellent. Simon Snake Boisvert, je te salue. Pag, Pierre-Alexandre Girard, Merci les gars. prêt à manger sa volée de Templeton dans les prochains Comme instants. ça. Merci encore et on se retrouve la semaine prochaine. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.